en présence de quelque chose qu'on appelle cofacteur ou coenzyme. Et dans le cours précédent, on a vu les différents types de cofacteurs, à savoir les cofacteurs impliqués dans les réactions d'oxydoréduction ou bien les cofacteurs qui sont impliqués dans les réactions de transfert. Et aussi, on a vu que ces cofacteurs ici, il y a les cofacteurs qui se lient dont la dissociation avec l'enzyme est facile et d'autres dont la dissociation est difficile, ce qu'on appelle groupement prosthétique. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'unité d'activité enzymatique, c'est-à-dire maintenant, on va rentrer dans la fonction et donc comment elle réagit, cette enzyme. Et bien sûr, on commencera par l'unité. Alors, l'unité de la mesure enzymatique, c'est la mesure de l'activité enzymatique. Donc, la mesure de l'activité enzymatique qui doit toujours être exprimée en concentration saturante en substrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concentration saturante en substrat? Saturante, c'est-à-dire en excès. C'est-à-dire que toujours dans une réaction enzymatique, on fournit à l'enzyme le substrat avec une concentration en excès pour que tant que l'enzyme est là, tant que l'enzyme est là, elle trouve le substrat à transformer. D'accord? Le substrat ne doit pas être un facteur limitant. Donc ça, pour savoir l'activité maximale. Donc toujours pour avoir l'activité maximale, on doit avoir le substrat en excès. C'est ce qu'on dit en concentration saturante. En fait, en l'activité, on parle de l'unité internationale. C'est quoi l'unité internationale? Donc, vous allez le voir au fur et à mesure du cours et dans les exercices en TD, on vous dit en UI, vous devez savoir ce que c'est l'unité internationale. L'unité internationale, c'est la quantité d'enzymes qui permet la transformation d'une micromole de substrat par minute dans les conditions expérimentales standards qui doivent être précisées. Alors, ce sont les conditions expérimentales, la nature du substrat, de quel substrat il s'agit, son pH, sa température, le tampon, etc. Il faut préciser toutes les conditions expérimentales. Alors, en fait, on va voir par la suite que cette unité internationale, c'est en fait, ce soit micromole ou bien millimole ou bien micromole en fonction des réactions et par unité de temps. C'est l'unité la plus largement utilisée pour quantifier les activités enzymatiques, c'est-à-dire l'unité internationale. Bon, il y a une autre unité que vous pouvez rencontrer. Donc, l'unité internationale, on va la rencontrer plusieurs fois. Il y a une autre unité qu'on appelle le catal. Elle représente la quantité d'enzymes aptes ou bien capables de catalyser une micromole de substrat par seconde. Alors, mais cette unité, elle est peu commode. Et donc, les biochimistes se sont mis d'accord. Ils ont recours au nanocatal ou bien au picocatal, c'est-à-dire 10-6, 10-9. Alors, c'est quoi ce catal? Une unité internationale est égale à 16,67 nanocatal. Alors, l'unité internationale, c'est en mol ou bien millimol par minute. Le catal en nanomol par seconde. Donc, il est en 1/60e. Alors, il y a une autre activité, c'est l'activité spécifique. Donc, ici, ça parle de la quantité transformée en micromol par minute. Il y a une autre unité qui s'appelle, ou bien une autre méthode d'unité enzymatique, c'est l'activité spécifique. Alors, déjà, en lisant activité spécifique, on sait que c'est quelque chose qui est spécifique à l'enzyme. On va voir pourquoi. C'est aussi un paramètre essentiel permettant d'estimer le degré de purification d'une solution enzymatique. Elle correspond au nombre d'unités enzymatiques ramenées à la masse des protéines en milligrammes. C'est-à-dire, je m'explique. Activité spécifique, c'est unité internationale. On a dit unité internationale, c'est micromole par minute, de substrat par minute. Et là, elle est ramenée au milligramme de protéines. Milligramme de protéines, c'est la protéine enzymatique, c'est-à-dire l'enzyme.
C'est-à-dire, ça nous donne une idée sur la quantité qui a été transformée par milligramme d'enzyme. Donc, elle dépend, elle est spécifique à l'enzyme. On sait que toutes les enzymes sont protéiques. Alors, pourquoi on vous a dit ici que c'est un paramètre essentiel permettant d'estimer le degré de purification d'une solution enzymatique? En fait, imaginez que vous avez fait un petit peu dans le TP de biochimie structurale sur les protéines. On vous a donné, donc, on vous a parlé de purification, on vous a parlé qu'on a pris, donc, vous avez utilisé le BSA, qu'on a centrifugé, donc, et qu'on a, donc, sur laquelle vous avez travaillé. En fait, on a imaginé que vous avez une solution qui contient une enzyme que vous voulez étudier, mais elle n'est pas seule, n'est pas purifiée. C'est une solution où il y a d'autres protéines, d'autres choses. Alors, on va faire démarrer la réaction qui est en question de l'enzyme que l'on veut, et on mesure ça en activité spécifique, c'est-à-dire on mesure la quantité transformée en mol ou bien en micromol par minute, mais on le ramène au milligramme de protéines c'est-à-dire d'enzyme qui a été transformé. C'est-à-dire chaque milligramme d'enzyme, combien il a transformé en micromol et par minute. Alors, au début, quand vous avez la solution, elle n'est pas encore purifiée, vous allez trouver une certaine valeur. Mais au fur et à mesure de la purification, c'est-à-dire on aura des étapes de la purification, par exemple filtration, centrifugation, donc différentes méthodes. Au fur et à mesure de la purification, on mesure cette activité spécifique, on va trouver qu'elle augmente au fur et à mesure des étapes de purification. Pourquoi? Parce que plus on purifie, plus on aura la solution que l'on a va être plus riche en protéines enzymatiques qui nous concernent, et bien sûr, elle ne va plus avoir les autres protéines qui nous intéressent pas. Et donc, ils vont transformer plus de substrat par minute. Et donc, bien sûr, cette AS, cette activité spécifique, va augmenter. En fait, à un certain moment, on sait qu'on va, même si on ajoute une autre méthode de purification, on voit que cette activité spécifique n'augmente plus, et dans ce cas-là, on sait que notre enzyme, elle est purifiée. Donc ici, il est marqué qu'elle permet de suivre les étapes de purification des enzymes au fur et à mesure que l'on purifie une enzyme. L'activité spécifique, bien sûr, va augmenter jusqu'à 1. Donc, sachez que l'activité spécifique, c'est l'unité enzymatique, c'est l'unité internationale ramenée en milligrammes de protéines. Donc, on parle une autre unité, c'est l'activité moléculaire spécifique ou bien turnover number. Elle correspond au nombre de moles de substrat transformés, donc par mol d'enzyme et par minute. Alors, faites attention, c'est quoi la différence avec activité spécifique? Ici, on a dit activité spécifique et unité internationale par milligramme de protéines. Cette activité moléculaire spécifique, ou bien le turnover number, elle correspond au nombre de moles de substrat par mol d'enzyme. Ce n'est pas par milligramme d'enzyme, c'est par mol d'enzyme et par minute. D'accord? Donc là, c'est une méthode, ou bien c'est une unité qui va même nous renseigner sur la quantité, combien de moles ont réagi pour cette transformation. Donc elle est encore plus précise. En fait, c'est le nombre de cycles catalytiques par seconde. Alors, la vitesse Vmax, ce qu'on appelle Vmax, on va la voir aussi au fur et à mesure des exercices, Vmax, c'est la mesure de l'activité spécifique moléculaire d'une enzyme. C'est ce qu'on appelle le turnover number. TON, dans les bouquins, vous pouvez des fois trouver juste TON égal, vous devez savoir que c'est la mesure de l'activité spécifique moléculaire d'une enzyme. C'est le nombre de molécules de substrat transformées par mol d'enzyme et par minute. Alors, on vous dit ici qu'il faut travailler sur des concentrations molaires et connaître la masse molaire de l'enzyme. C'est-à-dire que pour cette activité moléculaire spécifique, bien sûr, l'enzyme doit être purifiée et on doit la connaître sa concentration molaire.
Donc, en fonction, bien sûr, des réactions, en fonction des enzymes que l'on a étudiées, on va utiliser l'une ou l'autre des unités que l'on a vues. Mais dès maintenant, et on va vous le dire en TD, dès maintenant, quand on vous donne une enzyme, qu'on vous dit qu'elle a transformé tel substrat en tel produit, faites attention, qu'est-ce qu'on a utilisé? Est-ce qu'on vous a dit mol, micromol par seconde? Est-ce qu'on vous a dit mol par minute? Est-ce que c'est pas mol par milligramme? Dans ce cas, vous saurez que c'est l'activité spécifique. Donc, toujours faites attention à l'unité qui a été utilisée. Donc, la connaissance de ces unités nous amène à aller vers la cinétique enzymatique, à l'étude de la cinétique enzymatique. C'est quoi l'étude de la cinétique enzymatique? C'est-à-dire l'étude de la réaction enzymatique en fonction du temps. D'accord? Elle étudie, la cinétique enzymatique, elle étudie la vitesse des réactions enzymatiques, c'est-à-dire le déroulement de la réaction en fonction du temps. Ce qui fournit des renseignements sur les différents facteurs influençant la réaction. Alors, c'est quoi ces facteurs influençant la réaction? Ce sont soit des propriétés physiques, pH, température, ou chimiques, présence d'effecteurs, c'est-à-dire, c'est quoi? Des inhibiteurs ou bien des activateurs. Est-ce que l'enzyme est tout seul? Est-ce qu'on l'a mis avec quelque chose qui va l'inhiber ou bien quelque chose qui va l'activer? Alors, spécificité du substrat, vis-à-vis, on l'a vu, spécificité du substrat vis-à-vis donc de l'enzyme vis-à-vis du substrat, sa concentration et bien sûr celle de l'enzyme. Bien sûr, quand on étudie la cinétique enzymatique, on aura des renseignements sur tout ce qu'on vient de voir. Alors, la réaction enzymatique suit les principes généraux de la réaction chimique. Dès le début du cours, vous vous rappelez que je vais commencer par parler de la réaction chimique et on l'a extrapolé, donc plutôt on a extrapolé sur la réaction chimique et le cas particulier, c'est l'activité enzymatique parce qu'elle suit les règles ou bien les principes généraux de la réaction chimique. Alors, ici, vers 1902, il y avait un chercheur qui a fait l'étude de l'enzyme qui hydrolyse le saccharose. Alors, donc il a en même temps, donc on a trouvé, tout en parlant de ce qu'on va voir maintenant, on a tracé la vitesse enzymatique en fonction de substrat en concentration. En fait, et qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc ça c'est la vitesse. Alors la vitesse, on vient de le voir, c'est Vmax, c'est le nombre de moles transformés par minute, ou bien le nombre, ça dépend de l'unité qu'on vous donne, c'est ça Vmax. Je le dis dès maintenant, et on va vous le dire bien sûr en TD, et faites attention, toujours ici, vous l'écrivez avec l'unité qui correspond. Est-ce que c'est micromole par seconde, par minute, par milligramme, etc. Vous mettez à quoi elle correspond cette vitesse. Et ici, pardon. Et ici, dans le substrat, vous allez aussi toujours donner la concentration en quoi? Est-ce qu'elle est en molaire, en millimolaire, etc. Alors, en même temps, vous regardez la figure et en même temps, on explique ce qui vient dans le graphe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que pour les faibles concentrations en S, on a une variation proportionnelle de la vitesse par rapport à S. D'accord? Ici, on a presque une droite. On a une proportionnalité entre V et S. D'accord? C'est une droite. Pour une S donnée, une certaine concentration en S, on voit que on a Vmax, d'accord, que l'on a tracé. Une minute. Donc, pour une S donnée, on a une certaine concentration qui se situe là. On a Vmax. En fait, on peut la tracer ici par le maximum. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'on a un plateau. Si vous regardez bien, ici, on a dit on a une proportionnalité. Pour les faibles concentrations, elle commence à se courber et là, on a un plateau. Ici, tout simplement, ça veut dire que tous les sites de l'enzyme sont saturés. C'est-à-dire on n'a plus l'enzyme, ça y est, elle est saturée, on n'a plus rien
à transformer. La variation de la vitesse, elle est devenue d'ordre 0 par rapport au substrat. Donc, ça veut dire que, voilà, ici, le substrat, l'enzyme a été saturée, donc elle a transformé le substrat. Donc, c'est ce qu'on appelle Vmax. Donc, cette courbe-là, donc en fait, voilà, cette courbe, elle suit les règles généraux d'une réaction chimique qui est E plus S. On a dit qu'elle passe par un intermédiaire qu'on va en parler par la suite, qu'on appelle ES, et va donner par la suite E plus P. On avait vu dans les propriétés que l'enzyme est restituée à la fin et que l'on a un produit. Alors, donc dès maintenant, sachez que cette courbe-là, cette allure de cette courbe, ça s'appelle une allure d'une enzyme, ce qu'on appelle michaélienne. Michaélienne, elle a cette allure-là. D'accord? On va voir d'autres allures et on va en parler au fur et à mesure. Alors ici, c'est juste un rappel. C'est quoi une réaction d'ordre 0? C'est de la chimie, mais quand même, je vous donne une réaction d'ordre 0 par rapport à un réactif ou un substrat lorsque sa vitesse est indépendante de la concentration de ce réactif ou de substrat. Alors, par la suite, donc on avait établi, donc on est en train de faire l'historique et en même temps, on est en train d'expliquer cette cinétique enzymatique. Donc, au début, il y avait ce chercheur-là qui avait étudié la cinétique de la transformation de l'enzyme qui hydrolyse le saccharose, d'accord? Et donc, il a vu qu'il y a eu cette allure. Et bien sûr, là, il a déjà, ici, on a dit qu'il a donné Vmax, et la moitié de ça, sur ça, ça donne Km, on va en parler tout de suite là, d'accord? Alors, par la suite, un autre chercheur, il a mis en évidence un complexe enzyme-substrat sur la catalase par spectrophotométrie. On a dit ici que la réaction enzymatique, elle suit les règles ou bien les principes généraux d'une réaction chimique, c'est-à-dire A plus B donne C plus D. Ici, on a E plus S donne E plus P, mais ils ont mis en évidence qu'ici, il y a passage par un complexe enzymatique ES, enzyme substrat. En fait, il a fait cette découverte, il l'a fait en étudiant l'enzyme qui catalyse, donc sur la catalase, par spectrophotométrie. Enzyme plus H2O2, il a trouvé modification du spectre de l'enzyme, ceci est dû à la formation du complexe d'enzyme-substrat. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ce chercheur? Tout simplement, la catalase qui va transformer donc H2O plus catalase, pour nous l'enzyme c'est catalase, il a suivi le spectre d'absorption de l'enzyme. Maintenant, tout le monde connaît comment on fait pour le spectre d'absorption. Donc, il a suivi depuis le début de la réaction, c'est-à-dire depuis qu'il a mis enzyme plus substrat, jusqu'à enzyme plus produit. Donc, lui, il a toujours suivi avec l'enzyme. Et il a suivi la transformation de l'enzyme. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a vu qu'à un certain moment, le spectre d'absorption, il a été modifié. Il n'a plus retrouvé le spectre d'absorption de l'enzyme. Et à un certain moment, donc je reviens là pour que vous compreniez, en suivant le spectre d'absorption de l'enzyme, il a eu une certaine allure avec un lambda max, un certain lambda max. Mais il a vu au cours de la réaction, c'est-à-dire que l'enzyme plus H2O2 qui va par la suite nous donner le produit plus l'enzyme, à un certain moment, au milieu de la réaction, il n'a plus retrouvé le même spectre d'absorption du début et de la fin. Donc, il a dit qu'il y a une étape intermédiaire, c'est l'étape donc ES. Donc, il y a formation d'un complexe enzyme-substrat. D'accord? Donc, alors après, ici, ça nous amène à la réaction donc en 1913, il y a eu Michaelis, donc vers 1913, il y a Michaelis-Montagne. Ici, vous voyez que jusqu'à maintenant, quand j'ai parlé des chercheurs que je viens de citer, je ne vous dis pas de vous en rappeler, mais là, pour Michaelis-Montagne, vous devez vous rappeler de ça, parce que lui, il a repris la réaction avec les détails et il a établi
des enzymes que j'ai dit tout à l'heure qu'on appelle michaéliennes, qu'on va voir tout de suite là. Alors ici, vous avez le détail comme une réaction chimique E plus S qui va donner ES qui va donner E plus P. Donc la vitesse c'est moins TS sur DT qui est égal à TP sur DT, etc. Donc je vous invite à quand même à lire ça pour comprendre. Cette année, on ne va pas vous demander de connaître cette démonstration, mais quand même de connaître donc les formules que j'ai encadrées ici. Donc déjà que E fois S en concentration sur ES est égal à K2 plus K1 K2 plus K3 sur K1. Donc, c'est après, donc vous regardez, on a mis pour les faibles concentrations, qu'est-ce qu'on va avoir inversement, donc ici, on ne va pas s'attarder ici. L'essentiel, c'est que vous devez quand même lire ça pour comprendre cette réaction enzymatique. Alors, cette équation, donc là, c'est la réaction de Michaelis-Menten, donc que j'ai dit que je vous demanderai de lire et de comprendre sans apprendre la démonstration. Alors, et après, donc avec tout ça, Michaelis-Menten, il a donc trouvé ce qu'on appelle une équation de Michaelis-Menten. Ça, vous devez l'apprendre. Même si on ne va pas vous demander la démonstration, lisez la démonstration, mais apprenez ça. Alors, c'est quoi l'équation de Michaelis-Menten? C'est Vmax fois S en concentration sur, donc V est égal à la vitesse de la réaction est égale à Vmax fois S sur Km plus S. Et c'est l'équation de Michaelis-Menten qui est très importante que vous devez connaître. Alors ici, on remarque qu'on a donné quelques cas de figure. Si S est égal à K, donc V est égal à Vmax sur 2, si S est supérieur à K, si S est inférieur à K, donc on a donné différents cas de figure. Là, bien sûr, il faudrait les lire et les comprendre. Donc ici, on voit que dans cette réaction, dans cette équation, on a Vmax et on a Km. Dès maintenant, je vous dis que ces deux constantes, Vmax et Km, sont des constantes cinétiques caractéristiques de l'enzyme. Chaque enzyme a son Vmax et son Km qui lui est caractéristique. D'accord? C'est pour ça que vous devez connaître cette équation parce qu'elle nous donne la vitesse en fonction des deux caractéristiques de l'enzyme. Bien sûr, on va vous montrer comment les trouver expérimentalement. Alors ici, ça nous amène à aller vers les différents cas de figure trouvés expérimentalement. C'est-à-dire, on a toujours tracé V en fonction de S, d'accord? Toujours la vitesse en fonction de S. La réaction, c'est E plus S donne ES qui va donner E plus P. Donc ça, maintenant, vous l'avez compris vous-même, d'accord? Mais on a pris différents types d'enzymes et on a toujours tracé V en fonction de S. Ici, je précise encore une fois, n'oubliez jamais l'unité qui est utilisée ici pour V. Et ici, la concentration S, elle est en quoi? Donc, on met en molaire, millimolaire, etc. Alors, en traçant ça, on a trouvé différents cas de figure. La première cas de figure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous le connaissez maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle enzyme michaélienne, de type michaélien. C'est-à-dire, on a trouvé cette forme de courbe qui est au début proportionnelle, qui va s'infléchir, qui va avoir une certaine, donc un plateau. C'est une courbe michaélienne. Donc, c'est la même chose que celle-là, sauf que là, celle-là, j'ai donné les détails. Alors, on va jusqu'au maximum et on fait les pointillés et ça va nous donner Vmax. Vmax, donc, on a donné, c'est la vitesse maximale, c'est-à-dire du déroulement de la réaction. Ça dépend de l'unité qui est utilisée. Elle est par exemple en micromol ou bien en mol par minute. Donc, ça dépend de ce qui est utilisé dans l'exercice. On cherche son Vmax sur 2 et on extrapole et ça va nous donner Km. Km, c'est une constante qui définit l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Donc tout ça, on va se familiariser avec ça au fur et à mesure du cours et par la suite dans le TD.
Donc ici, les différentes cas de figure des courbes trouvées expérimentalement. Donc celle-là, elle ressemble à celui-là. Celle-là, c'est pas juste, j'ai pas mis le détail, mais c'est une enzyme micaélienne. Mais celle-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au fur et à mesure qu'on ajoute le substrat, donc l'enzyme, l'allure de la courbe, elle va augmenter, et puis il va diminuer à un certain moment. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que ici, ça augmente, et puis ça diminue à un certain moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que certains enzymes sont inhibés par le produit de la réaction. D'accord? Donc ici, quand les chercheurs, quand ils ont une enzyme qu'ils ne connaissent pas dans quel type, ils ont commencé à les classifier par soit des enzymes de type micaélien, ils trouvent cette allure que je viens de voir, mais ils ont trouvé certains, ils ne sont pas nombreux, mais quand même, certains enzymes, à un certain moment, la vitesse maximale, elle va diminuer. On n'a plus cette allure-là. D'accord? Ces enzymes-là, elles ont été inhibées par donc par le produit de la réaction. Plus le substrat, plus on va dans la réaction, c'est-à-dire on a le substrat, plus le produit est donné, à un certain moment, il va inhiber la réaction enzymatique et donc elle va diminuer. Il y a un autre type d'enzyme qui est l'enzyme donc qui a cette courbe-là. Vous voyez bien la différence entre celle-là et celle-là. C'est une courbe sigmoïdale, c'est-à-dire qu'elle est sigmoïde par rapport à celle-là, c'est pas la même allure. Cette enzyme, on l'appelle enzyme allostérique. Donc ça, c'est enzyme micaélienne, enzyme inhibée par le produit, et ici enzyme allostérique. Cette année, on va étudier les enzymes micaéliennes. En fait, la plupart des enzymes ils ont cette allure d'enzymes micaéliennes, c'est ce qu'on va étudier cette année. L'enzyme allostérique, sachez-le juste, mais on ne va pas l'étudier cette année, que, pardon, l'enzyme allostérique, ce sont des enzymes qui interviennent dans les réactions de régulation. On va en parler brièvement en fin de cours, mais seulement sachez que cette année, on va étudier ce qu'on appelle les enzymes micaéliennes. Donc toujours on trace et on trace V en fonction de S et en fonction de l'allure que l'on a obtenue, on va savoir on est en présence de quel type d'enzyme. D'accord? Donc, on va parler maintenant plus en détail de cette représentation selon Michaelis ou bien la représentation michaélienne. Représentation linéaire de l'équation de Michaelis. En fait, je reviens à ma courbe avant de parler de ce que je vais dire maintenant. En fait, on vient de dire que pour une enzyme, c'est Vmax et Km qui sont les caractéristiques cinétiques de cette enzyme. C'est-à-dire, chaque enzyme elle est caractérisée par une certaine valeur de Km et une certaine valeur de Vmax. Mais les chercheurs, ils ont remarqué que cette représentation n'est pas toujours, si vous voulez, fiable ou bien ne donne pas toujours les mêmes résultats. Alors, on a pensé à représenter d'une façon linéaire ce qu'elle est aussi l'équation de Michaelis. En fait, pour déduire les constantes cinétiques Km et Vmax avec précision, c'est là. Donc, on va le faire d'ailleurs en TP. On va vous demander de tracer Vmax en fonction de S. Pour déduire Vmax et Km avec précision, cette représentation-là ne va pas avoir la meilleure, toujours la valeur avec précision. Parce que ici, on extrapole. Donc, même en TD, je vais vous dire ça, on va vous donner un exercice et on va vous dire de tracer V en fonction de S. Même si vous travaillez en groupe et que chacun de vous va faire cette courbe, chacun va trouver une certaine différence de cette Vmax. Elle ne va pas être avec précision. Ça, c'est le premier point. C'est que cette représentation-là ne nous permet pas de trouver la représentation, la Vmax et bien sûr Vmax et Km avec précision.
La deuxième chose, c'est qu'on tombe sur un problème. C'est que si on veut tracer V en fonction de S, donc bien sûr, au fur et à mesure, la concentration de S va augmenter. Donc, S va augmenter tant que l'enzyme est là. À un certain moment, il y a deux problèmes qui vont nous avoir pour le substrat. Déjà, le coût de substrat, le substrat, il peut être, il peut être coûteux, c'est-à-dire cher, ou alors on peut avoir le problème de solubilité. À un certain moment, le substrat ne peut être vraiment soluble dans la solution. Et donc, on a eu recours à une autre méthode de représentation. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai dit que pour déduire les constantes cinétiques Km et Vmax avec précision, il faut utiliser de très fortes concentrations ES, ce qui entraîne des contraintes expérimentales, insolubilité au-delà d'une certaine concentration, et même le coût, il peut être élevé. Donc, vous savez que toujours, même dans les laboratoires, toujours on cherche à minimiser les dépenses. Bien sûr, on doit pas faire quelque chose qui nous demande beaucoup de dépenses. Donc, avec ça, on va faire un tracé avec en plus, il y a l'imprécision quand on relève de l'asymptote. Ici, c'est-à-dire quand on fait l'extrapolation, ça va être imprécis. Pour cela, les biochimistes, ils ont eu recours à une méthode de linéarisation qui est plus pratique pour la détermination des constantes cinétiques. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'on appelle la représentation de Line, Weber et Burke. Alors ici, sachez que là, la représentation de Line, Weber et Burke, donc vous devez le connaître. On peut vous dire faire la représentation de Line, Weber et Burke, ou bien on peut vous dire faites la représentation des inverses. Inverse 1 sur V en fonction de 1 sur S. Donc ça, c'est la linéarisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a pris les valeurs qu'on avait de V et de S, on a fait leur inverse, 1 sur V en fonction de 1 sur S, et on a tracé. D'accord? Et bien sûr, arrivé là, juste on fait des pointillés parce qu'il n'y a pas de concentration négative. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que cette valeur quand la droite, donc le point donc ici la droite, ici, le point ici qui est là, ça correspond à 1 sur Vmax, d'accord? Et quand vous faites donc les pointillés ici pour extrapoler, vous aurez ici moins 1 sur Km, d'accord? Alors ce tracé, il est valable pour l'enzyme michaélienne. Rappelez-vous, on est en train de parler de cette année, on va étudier les enzymes de type michaélien, ce qu'on appelle les enzymes michaéliennes, c'est-à-dire classiques. On a dit que pour les enzymes allostériques, ce sont des enzymes allostériques qui sont plus compliquées, on ne va pas les étudier, ce sont des enzymes qui interviennent dans les réactions de régulation, on ne va pas les étudier cette année. Donc, que ce soit le tracé précédent qu'on a vu, je le remets pour qu'il n'y ait pas de confusion, que ce soit pour ce tracé-là, il est valable pour les enzymes de type michaélienne. Et donc, c'est ce tracé-là, c'est ce V et ce S qu'on a calculé leur inverse, c'est-à-dire 1 sur V sur 1 sur S, et on a trouvé que ce point ici, c'est 1 Vmax, 1 sur Vmax, et l'autre point, donc ici, c'est moins 1 sur Km, d'accord? Alors, bien sûr, ici, on vous a donné donc le détail, comment on l'a trouvé, d'accord? Alors, vous l'avez sur votre polycope, donc vous avez tout ça sur votre polycope dont on est en train de parler, d'accord? Donc, rappel, ici, si on vous demande, faites le tracé avec précision, ou bien c'est quelle méthode qui nous permet d'avoir Vmax et Km avec précision, vous devez répondre que c'est la représentation des inverses, ou bien la représentation de Line, Weber et Burke, d'accord? C'est ça la meilleure représentation. On a 1 sur Vmax avec précision et on a moins 1 sur Km avec précision. Alors, rappel, c'est que on est en train de parler de Vmax. Ici, on fait le rappel, c'est la mesure
de l'activité spécifique moléculaire d'une enzyme, turnover number, c'est le nombre de molécules de stress transformées par mol d'enzyme et par minute. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Il faut travailler sur des concentrations molaires et connaître la masse molaire des enzymes, bien sûr, pour pouvoir travailler. Alors ici, on vous a donné un exemple, enfin plutôt quelques exemples. On vous a donné les enzymes avec leur TON pour que vous voyez que chaque enzyme a son turnover number, c'est-à-dire elle a sa Vmax qui lui est spécifique. Et ici, juste, on vous a donné, c'est quoi cette anhydrase carbonique, que c'est elle qui donne CO2 plus H2O, CO3, H2, elle est la forme dissoute de CO2, donc partant de réaction. D'accord? Donc, maintenant, on va étudier les phases de la réaction enzymatique. D'accord? Donc, les phases de la réaction enzymatique, regardez ce que je vous ai représenté ici. Ici, on a pris, en fonction du temps, on a pris les éléments de la réaction. C'est quoi? C'est E plus S qui va donner un certain moment ES qui va donner E plus P. Donc, au fur et à mesure de la réaction, bien sûr, on aura S qui va diminuer. Bien sûr, c'est normal parce qu'il va être transformé par l'enzyme. Et au fur et à mesure que S va diminuer, le produit va augmenter. D'accord? Donc, c'est ce que nous, on avait étudié tout à l'heure dans la réaction. Donc, il va augmenter avec cette allure que maintenant vous connaissez. Et dans cette partie-là, c'est le complexe E plus S. Donc, là aussi, quand vous avez à étudier une réaction enzymatique, faites attention, est-ce qu'on va suivre le produit qui va se former ou bien le substrat qui va donc être consommé? Soit on peut suivre le substrat qui va être consommé, ou bien on peut suivre le produit qui va être produit. Alors, lorsqu'une enzyme est mise en présence avec son substrat qui est souvent en excès, toujours on utilise le substrat en excès. Je l'ai expliqué tout à l'heure, pour que l'enzyme, tant que l'on a l'enzyme, elle doit trouver le substrat sur lequel elle doit travailler. Donc, bien sûr, en fonction du temps. Alors, la réaction évolue au cours du temps selon la représentation suivante. Donc ici, c'est en fonction du temps. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je remets la courbe de tout à l'heure, parce que c'est important, ça c'est ce qu'on va voir en TD, vous devez comprendre. La réaction, la vitesse en fonction de la concentration en substrat, et là, cette allure, et c'est elle qui nous donne une idée sur Vmax et Km. D'accord? On a dit qu'elle n'est pas précise et qu'on a recours à 1 sur V en fonction de 1 sur S. Ici, on est en train de parler de la réaction enzymatique en fonction du temps. C'est-à-dire en fonction du temps, le substrat va diminuer au fur et à mesure du temps et le produit va augmenter au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, c'est ES qui est là. D'accord? Alors, on aura un temps T0 et aussi on aura un temps T1 et T2. Ce sont les phases de la réaction qu'on va en parler. Alors, ici, on a dit que la réaction, elle a lieu au cours du temps. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le substrat disparaît et le produit apparaît. C'est logique, vous avez bien compris ça. S varie donc en sens inverse avec P. D'accord? La complexation E et S et l'apparition de P, en fait, elle passe par 3 étapes importantes. On a le temps, donc on a de T0 à T1, et puis on a T1, et puis après, à partir de T2. Donc, entre T0 et T1, c'est une phase pré-stationnaire, ce qu'on appelle la phase pré-stationnaire, et les variables dans le temps, elle peut être de l'ordre de millième de seconde, c'est-à-dire elle est très rapide, et donc elle est variable dans le temps. On avait dit, dès le début du cours, j'espère que vous en rappelez, on avait dit que la réaction enzymatique, elle est très rapide. Là, on vous dit qu'elle est instantanée. Dès que vous mettez l'enzyme en présence de substrat, bien sûr, dans les conditions favorables, la réaction enzymatique, elle est partie. D'accord? La deuxième phase, c'est T1 et T2. C'est la phase stationnaire.
elle ne varie pas. Elle ne varie pas. Le substrat se trouve en excès par rapport à l'enzyme. L'enzyme, donc, à un certain moment, elle est donc saturée par le substrat. Après, donc c'est ça. Donc, on a une phase préstationnaire et une phase stationnaire. ES, donc le complexe ES, constante et maximale. La vitesse de la réaction, elle est constante et la cinétique, elle est d'ordre 0, c'est-à-dire on est en train de parler de ça, c'est-à-dire il est constante. Au fur et à mesure de la réaction, on a toujours formation du complexe ES. Donc, après T2, donc on a parlé de préstationnaire, de stationnaire, après T2, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire après là, quand on a obtenu le plateau, après T2, c'est ce qu'on appelle la phase stationnaire, c'est la phase post-stationnaire. La concentration en S devient limitante, ES diminue, la vitesse diminue et la cinétique est d'ordre 1, c'est-à-dire elle va s'arrêter. On ne va plus avoir la réaction enzymatique. Donc ces phases, il faudrait les connaître. Alors, il y a une autre donc chose, on va en parler, la vitesse initiale. C'est quoi la vitesse initiale? C'est la vitesse réactionnelle au cours des conditions initiales, c'est-à-dire mesurée avant que 10% de substrat ne soit transformé en produit, de telle sorte que le substrat ne varie pas de façon significative au cours des mesures et E est complètement saturé. C'est-à-dire, c'est vraiment le début de la réaction ici. Vraiment le début de la réaction quand on est dans les conditions initiales. Alors, en fait, il apparaît peu de produits et sa faible concentration dans le milieu réactionnel ne modifie pas la réaction. La vitesse correspond à la partie linéaire de cette vitesse initiale, elle correspond à la partie linéaire de la courbe aux alentours de T0 et V0, c'est-à-dire vraiment au début de la courbe. Alors, donc je vais vous dire une chose dès maintenant, c'est que cette vitesse initiale, on va le voir en TP et en TD, c'est que cette vitesse initiale, vous allez voir ici, puisqu'on a dit qu'elle est tout au début de la réaction, elle correspond à la partie linéaire de la courbe, c'est-à-dire là où il y a là vraiment une proportionnalité. En fait, expérimentalement, comment on va faire? On va tracer la tangente à l'origine et ça va nous donner cette valeur de la vitesse initiale. On va voir ça en TD et on va bien comprendre tout ça. Alors, cette variation en fonction du temps, c'est ce qu'on vient de voir, on a toujours cette allure-là. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la vitesse initiale, elle est tracée, ou bien elle est trouvée ici, tout au début de la réaction. En fait, on trace la tangente ici. Vous connaissez que ça veut dire la tangente. Et donc, à l'origine, donc tangente, on va la tracer ici avec un certain... donc, on aura, par exemple, delta P sur delta T. Alors, delta P, on va voir ça en TD. Donc, delta P sur delta T, c'est-à-dire P2 moins P1 sur T2 moins T1. P2 moins P1, c'est P1 ici, c'est 0. Quand on dit T2 moins T1, c'est 0, c'est-à-dire à l'origine, c'est la tangente à l'origine. Et en fait, la vitesse initiale, c'est P, la valeur qu'on aura. Donc, en fait, quand on trace, on va extrapoler ici et extrapoler. Donc, c'est la valeur qu'on aura ici P sur la valeur qu'on aura ici T. Et on va avoir une certaine valeur, cette valeur initiale. Mais si vous regardez bien, donc c'est des choses qu'on va voir en TD, mais je les explique déjà maintenant. Si vous regardez bien, même si, surtout ici, quand vous avez cette droite-là, bien sûr, vous aurez la même valeur parce que c'est la même tangente, Mais si vous tracez la tangente ici, vous prenez 2 points et vous tracez la tangente et vous faites delta P sur delta T, vous allez voir que cette vitesse, elle n'est plus, on ne parle plus de la vitesse initiale, mais cette vitesse, elle va diminuer. Et ici, elle va même s'annuler. D'accord? En fait, ce sont ces trois parties, ou bien ces trois phases de la réaction en fonction du temps. Alors, donc là, c'est écrit ce que je viens d'expliquer. La première, phase 1, correspond à une activité maximale de l'enzyme dans les conditions optimales. Alors, n'oubliez jamais de préciser les conditions optimales de la réaction. La température, le pH, la concentration. D'accord? Dans les conditions optimales d'excès de substrat,
ET, c'est-à-dire la concentration en enzyme totale, est égale à ES, c'est-à-dire que tout a été transformé en ES. V, ici, je reviens ici, cette vitesse, elle tend vers Vmax, parce que tout ça, elle tend à Vmax, elle tend à être maximale, parce que par la suite, elle va diminuer et puis elle va s'annuler. Donc, V tend vers Vmax, V est égal à Vmax, qui est une constante, et c'est la réaction d'ordre 0. La seconde étape, elle traduit une diminution de la disponibilité du substrat qui est déjà transformé en produit. Toutes les molécules d'enzymes ne sont pas encore saturées, mais on a moins de produits formés, diminution de la réaction enzymatique, et bien sûr, donc c'est la cinétique d'ordre 1. La phase 3, elle traduit que tout le substrat a été transformé en produit, et bien sûr, si vous tracez ici la tangente, qui est delta P sur delta T, ça va s'annuler parce que donc T2 moins T1 va être, donc ça va s'annuler. Donc le ralentissement de la vitesse peut avoir lieu à la suite, donc il y a ça c'est en remarque, le ralentissement de la vitesse peut avoir lieu à la suite d'une substitution par le produit ou une compétition avec la réaction inverse, c'est-à-dire cette vitesse, elle peut être ralentie si on substitue, donc c'est-à-dire on a changé, si on substitue on a changé le produit, ou bien une compétition avec une réaction inverse, c'est-à-dire si on a ajouté un produit à la réaction. On va arriver par la suite, vers la fin du cours, on va parler de ce qu'on appelle des inhibiteurs. Donc après, on est toujours en train d'étudier la cinétique enzymatique, on va voir influence de la concentration en enzyme. Alors là, on explique et en même temps vous regardez cette courbe-là. Si on fait varier la courbe, donc V, donc c'est la courbe 2, si on fait varier donc la vitesse, on fait varier E, on constate qu'il y a davantage de P produits, donc ici. Donc quand on va prendre, c'est la courbe 1 plutôt, donc on va mesurer le produit formé en fonction du temps et on va le prendre en fonction avec une concentration, l'enzyme avec une concentration E1 et puis une concentration E2 et la même mesure avec une concentration E3 de l'enzyme. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus la concentration en enzyme augmente, plus, bien sûr, Vmax va augmenter. D'accord? Et là, vous voyez ce que j'ai expliqué là. Et là, ça, on va le voir vraiment en TD. Et là, si on trace la vitesse initiale, donc j'ai dit tout à l'heure que la vitesse initiale, c'est la tangente à l'origine, delta P moins delta T avec à l'origine, c'est-à-dire P1 et T1 est égal à 0. Donc, si je trace et je cherche les tangentes, les vitesses initiales, je vais trouver que VI1 de l'enzyme à cette concentration E1, il est inférieur à VI2 à cette concentration E2, et ainsi de suite. On a pris ces vitesses que l'on a calculées et on les a tracées avec la concentration de l'enzyme et on a trouvé qu'on a vraiment une linéarité ou bien une proportionnalité entre la vitesse initiale et la concentration en enzyme. D'accord? Donc c'est ce qui est expliqué là. Donc là, si on varie E, on constate qu'il y a, donc c'est pas la courbe 2, c'est la courbe 1. On constate qu'il y a davantage de P formés quand E augmente, de l'ordre, donc bien sûr de la réaction bimoléculaire E et S, car S est en excès. Ici, la condition, c'est que S doit être en excès par rapport à toutes ces concentrations en enzyme. La courbe 2, elle montre que la vitesse augmente linéairement avec la concentration E. D'accord? Plus il y a des molécules d'enzymes, plus on aura plus de substrats transformés. L'enzyme, donc ici, c'est le facteur limitant de la réaction enzymatique dans les conditions linéaires. Donc, ces des courbes, il faut bien sûr les connaître.
Donc, vitesse initiale et concentration en substrat. Donc là, on a vu l'influence de la concentration en enzyme. Ici, c'est l'influence de la concentration en substrat. Bien sûr, maintenant, on va pas brièvement, on va le dire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est V en fonction de S, et c'est une courbe que vous avez cette allure-là, avec la phase 1, la phase 2, la phase 3 qu'on a vu. La phase 1, augmentation rapide et linéaire, inflexion de la courbe, aplatissement de la courbe. Ici, bien sûr, ça va vous donner Vmax, c'est l'asymptote Vmax. Si vous voulez tracer, donc, vous allez extrapoler, vous aurez Vmax. La moitié de Vmax sur 2, ça va vous donner Km ici. Donc, maintenant, vous connaissez. On a dit que en traçant V en fonction de S, on va définir les constantes cinétiques caractéristiques de l'enzyme, à savoir Km et Vmax, mais on a dit que cette méthode n'est pas très fiable. On utilise celle des inverses, qui est 1 sur V en fonction de 1 sur S, et ça va nous donner donc avec précision Vmax et S. Et P, pardon. Donc, avec ça, on va donc bien connaître, je vous demanderai à ce niveau-là, je fais un rappel avant, un petit récap avant d'aller plus loin dans le cours, c'est que il faut connaître pour la cinétique enzymatique, il faut savoir que cette année, on est en train d'étudier les enzymes de type michaélien, donc qui ont l'allure qu'on vient de voir, cette allure-là, d'accord, et qu'on a expliqué, je reviens ici, donc là, je reviens là, voilà. Donc ici, vous devez connaître cette allure, vous devez connaître qu'elle correspond aux enzymes michaéliennes, qui sont différentes des autres types d'enzymes, d'accord, et on a vu qu'en fonction du temps, quand vous aurez une réaction en fonction du temps, il faut voir est-ce qu'on suit le substrat qui disparaît ou bien on suit le produit qui apparaît, d'accord? Et bien sûr, si c'est le produit qui apparaît, vous aurez cette allure. Si c'est le substrat qui disparaît, c'est cette allure-là. Ça dépend donc de ce qui est étudié. Et après, on vous a parlé des différentes phases de l'enzyme qu'il faut connaître, préstationnaire, stationnaire et post-stationnaire. Et ici, on a fait l'influence avec la concentration de l'enzyme. Plus la concentration en enzyme augmente, plus le produit formé augmente. Mais bien sûr, à une condition très, très importante, c'est qu'il faudrait avoir le substrat en excès. D'accord? Et donc, on avait fini par donc ça, on avait juste fait un rappel pour vous montrer les différentes phases. Alors, mécanisme de l'enzyme, donc d'action d'une enzyme. Alors, pour ce mécanisme, on ne va pas vraiment s'attarder, on va juste dire l'essentiel. C'est que lors d'une enzyme, l'action d'une enzyme, pardon, s'explique par l'existence d'un centre actif. En fait, on avait dit dès le début du cours que l'enzyme, il y a la partie protéique de l'enzyme. Quand on dit l'enzyme, elle est protéique. Et on avait parlé aussi qu'il y a un cofacteur qui va intervenir. On a donné différents types de cofacteurs. Et dans cette partie protéique, et ce n'est pas toute la protéine qui va réagir, mais il y a une certaine zone qui va être responsable de l'action enzymatique. L'action d'une enzyme s'explique par l'existence d'un centre actif, zone particulière où s'effectue la reconnaissance enzyme-substrat. Réaction, donc quand on a une réaction, quand on a une reconnaissance enzyme-substrat, c'est-à-dire l'enzyme a reconnu son substrat, on aura donc la réaction. Et puis après, libération du produit. D'accord? Le centre, ou bien le site actif de l'enzyme, c'est la région fonctionnelle de la molécule qui va accueillir S, le substrat, pour le transformer. D'accord? Donc, je vais me répéter pour que vous compreniez bien. L'enzyme, qui est une protéine, ne va pas
toute la molécule va pas toute, elle va pas réagir, toute la molécule ne va pas réagir, juste une partie. C'est ce qu'on appelle le centre actif ou bien le site actif. Ce site actif, il va reconnaître le substrat, c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle est spécifique. Alors, une fois qu'elle le reconnaît, elle va former le complexe ES. Et bien sûr, c'est la réaction et le produit va être formé et on aura donc le S va transformer, le substrat va être transformé et on aura le produit. Les enzymes se différencient des catalyseurs chimiques par le fait qu'elles sont toutes spécifiques. On l'avait déjà dit, voire même stéréospécifiques. On a vu dit spécifiques, par exemple, de la réaction, on dit qu'il y a des enzymes, des hydrolases, des oxydases, des osidases, etc. On peut avoir même, on a dit, des stéréospécifiques qui sont spécifiques à la fois à L ou bien à D ou bien bêta-galactosidase, etc. Dans certains cas, c'est ce qu'on appelle donc spécificité absolue. Les enzymes, bien sûr, elles catalysent un type donné de réaction, donc hydrolyse, enzyme protéolytique, par exemple. En fait, il y a un chercheur qui a donc, Emil Fischer, il a comparé la reconnaissance enzyme-substrat avec tout simplement l'association clé-serrure. C'est-à-dire, quand vous avez une clé, vous voulez ouvrir une porte, chaque clé, elle reconnaît une serrure. Donc, il l'a expliqué de la même façon. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, là, vous avez l'enzyme, ce que j'ai mis ici en vert, et là, vous avez le substrat. L'enzyme, c'est toute cette molécule-là, d'accord? Alors, mais le substrat, par exemple, ce substrat-là, il va être reconnu juste par un petit site ici, A, B, C, qui va reconnaître le substrat. Il va y avoir formation du complexe enzyme-substrat et par la suite, libération du produit. D'accord? Donc, elle nous a rappelé quelque chose qui est la reconnaissance, clé-serrure. Les masses moléculaires de substrat et de l'enzyme sont différentes. C'est-à-dire, quand on dit que l'enzyme, elle reconnaît le substrat, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même masse moléculaire. D'accord? Elles sont différentes. Existence, donc, c'est ça ce qu'on appelle un centre actif. Le complexe ES ne peut se faire que dans une zone bien déterminée, vu la taille de E et de S. D'accord? C'est-à-dire, ne va pas se faire sur toute la molécule, mais sur une petite zone. Alors, bien sûr, ici, quand on vous parle de l'enzyme, vous l'avez bien compris, j'espère, qu'on ne parle plus ici, l'enzyme qui dit enzyme avec son cofacteur. Ici, on ne parle plus du taille que l'enzyme, elle a son cofacteur. D'accord? Mais on parle que la partie qui est impliquée directement dans la réaction, c'est la partie protéique qu'on appelle l'apoprotéine. D'accord? C'est elle qui va rentrer dans la réaction avec le substrat. En fait, donc on nous donne ici pour le mécanisme, on ne va pas donner tous les détails, mais on va donner juste quelques éléments pour que vous compreniez. Donc, en fait, on va donner quelques éléments, à savoir, on ne peut expliquer l'activité catalytique d'une enzyme en tenant compte que d'une zone dont la configuration spatiale permettra à l'enzyme de reconnaître S, la formation du complexe ES. C'est-à-dire que ici, la protéine, quand elle n'était pas en présence de substrat, elle va avoir une certaine configuration. D'accord? Mais quand elle va pour recevoir le substrat, elle va donc avoir une certaine conformation spatiale qui va lui permettre de reconnaître le substrat. D'accord? C'est vraiment spécifique. D'accord? Dans une zone, dans la configuration spéciale qui va permettre à l'enzyme de reconnaître le substrat. Et donc, formation du complexe ES. Alors, une fois que le complexe est formé, l'enzyme établit donc avec S, avec le substrat, plusieurs liaisons, peuvent être chimiques, non covalentes, existence entre la structure de S et de P d'une complémentarité de structure qui permet ces interactions non covalentes mais de nature électrostatique, à condition
qu'il y ait une distance minimale entre les deux atomes. Je reviens là, c'est que on a une reconnaissance qui va s'établir avec l'enzyme va reconnaître le substrat et il va y avoir une reconnaissance de structure, c'est-à-dire voilà, on a schématisé comme ça, voilà, ça va rentrer ici comme donc, reconnaissance de structure. Et il va y avoir des réactions avec des liaisons, on a dit non covalentes, et qui vont, mais à condition qu'il y ait une certaine distance limite entre l'enzyme et le substrat. Donc, il existe une certaine distance minimale, c'est-à-dire que si cette distance n'est pas, si le substrat a cette configuration, mais qu'il est loin, ça ne va pas reconnaître. Il doit être rapproché à l'enzyme pour qu'il y ait cette reconnaissance-là. D'accord? Tout ceci explique la spécificité d'une enzyme. C'est pour ça qu'au début, on avait dit que l'enzyme est spécifique. Tout ceci explique la spécificité des enzymes. Si la structure de l'enzyme et le substrat se correspondent, il y a formation du complexe ES. Bien sûr, quand il y a la structure de substrat et de l'enzyme, elles se correspondent et sont à une certaine distance minimale des atomes. Et il y a eu des liaisons chimiques entre les deux, bien sûr de nature électrostatique. Dans ce cas, le complexe ES va se former. Une fois que le complexe ES va se former, là, la réaction, elle peut avoir lieu. Et bien sûr, tout ceci nous explique la spécificité de l'enzyme vis-à-vis de son substrat. Alors, une fois que ES est formé, donc on est arrivé à ce stade-là, une fois que ES est formé, il va y avoir une modification de la répartition des électrons pouvant être à l'origine de tensions entre ES. Ainsi, une nouvelle molécule est formée. Donc, au début, il y a comme une complémentarité ou bien une reconnaissance qui va se faire pour former ça. Mais une fois que le complexe ES est formé, il va y avoir une certaine tension entre E et S. En fait, c'est le produit qui a été formé, c'est-à-dire le S a été transformé. En plus de son spécificité, l'enzyme est efficace. Elle est douée d'efficacité, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, elle est efficace? C'est-à-dire que l'enzyme, elle ne va former ce complexe ES qui va donner par la suite EP, le produit plus l'enzyme, que si l'on a besoin. Elle ne va pas le faire si on n'en a pas besoin. D'accord? Elle est efficace. L'enzyme, ou bien la réaction enzymatique, elle est spécifique et elle est efficace. Alors, par les techniques de rayon X, on a pu montrer que si l'enzyme est en absence de substrat, c'est-à-dire elle n'est pas en présence de substrat, les différents acides aminés, parce que ici ce sont bien sûr, ce sont des acides aminés qui vont se faire cette conformation spatiale pour reconnaître le substrat, mais si on n'a pas ce substrat, si on n'a pas ce substrat, les différents acides aminés du centre actif sont assez éloignés les uns des autres, d'accord? Une fois que l'enzyme est en présence de substrat, il va y avoir rapprochement indispensable des acides aminés de la chaîne latérale du centre actif responsable de l'action de l'enzyme. Je reviens ici pour vous expliquer que c'est-à-dire que cette protéine-là enzymatique, quand il n'y a pas le substrat, elle va avoir une certaine conformation spatiale. D'accord? Mais une fois que une fois que elle se rapproche du substrat, il va y avoir ces enzymes, ces acides aminés qui sont responsables ou bien qui font partie de ce qu'on appelle le site actif, ils vont se rapprocher et faire la conformation qui est apte à accueillir le substrat. Et donc, le substrat va être accueilli et va former donc ES. En fait, on vous dit que l'enzyme n'a cette conformation spatiale que s'il est en présence de substrat. D'accord? Et d'ailleurs, selon Kochland, il a expliqué, c'est la théorie de l'ajustement induit, Induced Fight Theory, c'est-à-dire que l'ajustement induit, c'est-à-dire que cet ajustement, il est induit quand on a
quand l'enzyme est en présence de substrat. L'enzyme, elle est sur une autre forme, mais quand elle est en présence de substrat, elle va changer de forme pour pouvoir accueillir le substrat. Alors, ce centre actif, qu'est-ce qu'il a dans ce centre actif? Le centre actif, il présente une structure compatible permettant la catalyse de la réaction. D'accord? Donc, le centre actif, il a une structure, bien sûr, compatible permettant la catalyse de la réaction. Avec des méthodes chimiques, on a étudié qu'est-ce qu'on trouve dans cet centre actif. On a vu qu'ils ont permis de reconnaître qu'il y a toujours cet acide aminé qui participe le plus fréquemment au centre actif. C'est-à-dire, on ne va pas toujours trouver ces 7 acides aminés, mais en général, on trouve l'un, une ou deux ou trois, ou bien les 7 dans un centre actif. C'est-à-dire, on trouve toujours une lysine, sérine, histidine, cystéine, tyrosine, aspartate et glutamate. En fait, quand vous dites lysine, elle réagit avec son groupement NH2, la sérine avec OH, la cystéine avec SH, la tyrosine, etc., l'aspartique avec son groupement carboxylique et l'acide et la glutamate aussi par son groupement carboxylique. Le complexe ES, quand il est formé, il est donc dans un état de moindre énergie. Alors ici, ça va vous rappeler quelque chose qu'on a vu vraiment au début du cours, quand on avait parlé de l'état de transition, quand E et S, ils vont, je vais peut-être même là, on est là en 87, donc je vais même revenir vers le début du cours pour vous montrer cette courbe-là. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on met E, l'enzyme tout seul, il va être avec une certaine conformation spatiale. Mais quand il est rapproché au substrat, il va donc changer de conformation qui est apte à accueillir le substrat. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? L'enzyme, il va passer à un état donc activé, un état énergétique plus élevé qui est activé. Le substrat, il va passer aussi à un état énergétique qui est activé et ils vont former le complexe ES. Seulement quand ES est formé, il va lui aussi se retrouver dans un état de moindre énergie. Il va passer à un état énergétique élevé, ES, qui va par la suite donner EP, qui est aussi de moindre énergie, qui va aussi donc être activé pour donner par la suite E plus P. Donc ES, il est donc au début, donc le complexe ES, il est de moindre énergie et donc il va passer à un état plus énergétique élevé pour pouvoir donner par la suite E et P. Voilà. Donc ici, donc le complexe ES est dans un état de moindre énergie car ces changements ont provoqué la présence de S, sont compensés par d'autres changements de configuration, bien sûr, qui sont dans le centre actif, ce qui donne une structure stable à ce complexe. D'accord? Alors en fait, pour l'étude de ce complexe, on a étudié ce qu'on appelle un pseudo-substrat. Le pseudo-substrat est une structure voisine de S. L'enzyme forme le complexe E pseudo-substrat, mais la réaction n'a pas lieu. En fait, pour étudier ce complexe ES, on a recours à l'utilisation en biochimie de ce qu'on appelle un pseudo-substrat, c'est-à-dire on donne à l'enzyme quelque chose, un pseudo-substrat qu'on connaît, on va suivre comment elle réagit, on va voir la formation de l'enzyme, elle va le reconnaître comme son substrat, mais la réaction n'a pas lieu parce qu'elle ne va pas y avoir de transformation puisque ce n'est pas le substrat concerné. Alors bien sûr, ici, on doit penser à l'élucidation du centre actif, c'est-à-dire il dépend de quoi, de ce centre actif, etc. Alors, on utilise pour le centre actif, pour l'étude du centre actif, on utilise des méthodes physiques ou chimiques qui vont permettre d'élucider les acides aminés formant le centre actif.
d'accord, ou bien les propriétés de ce centre actif. Alors, on fait la mesure physique, donc mesure donc méthode physique, mesure de l'activité d'une enzyme en fonction du pH et de la température. D'accord? Donc ça, c'est les méthodes physiques. Alors, en fonction du pH, donc pour pouvoir faire l'étude, on a pris toujours la vitesse de l'enzyme. Ici, la vitesse de l'enzyme, moi je l'écris parce que donc j'ai mis juste vitesse, mais vous, bien sûr, à l'exercice, en exercice, en examen, n'oubliez jamais de dire c'est quelle unité. Alors, en fonction du pH, on a pris trois enzymes qu'on a étudié leur pH optimal, c'est-à-dire on fait réagir, on fait changer le pH et on regarde la vitesse maximale. Alors, suivant chaque enzyme a son pH optimal. Suivant le pH, les acides aminés se trouvent soit sous forme protonée ou déprotonée, parce que vous savez que les acides aminés, maintenant, vous avez eu la biochimie structurale, vous avez bien étudié les acides aminés, vous savez qu'ils sont soit protonés ou déprotonés selon est-ce qu'on a un NH3+, ou bien CO-, etc. D'accord? Donc, les acides aminés vont se trouver sous forme protonée ou déprotonée, ce qui provoque une augmentation de l'activité ou alors une annulation de l'activité, d'accord? En fonction des cas. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué quand on a pris l'étude? On a pris trois enzymes que vous connaissez, la pepsine, la trypsine et la ginase, et on a étudié, on a tracé la courbe, la vitesse en fonction du pH, et on a trouvé un optimal à chaque fois, chacune à son pH optimum. En fait, qu'est-ce qu'on peut en sortir de cette courbe, de ce graphe-là? C'est que tout d'abord, ici, que chaque enzyme a son pH optimal. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour chaque enzyme, vous avez une zone étroite de 2 à 3 unités. C'est-à-dire que l'enzyme, elle n'est pas active ici, donc elle a, voilà le maximum, mais elle est active justement dans 2 à 3 unités pH. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le pH, il influence beaucoup l'activité enzymatique. Et bien sûr, quand on étudie une enzyme, on va donc l'étudier en utilisant son pH optimal. Alors là, pour la température, en fonction de la température, c'est-à-dire la vitesse en fonction de la température. Alors, vous savez tous que la protéine, l'enzyme, c'est une protéine, d'accord? Mais vous remarquez que ça n'a pas la même allure que tout à l'heure. Ici, pour le pH, il est étroit, cette zone, elle est étroite. Ici, non. Ici, la vitesse va augmenter, on aura un maximum, mais elle va diminuer vers ici. Alors, quand la température augmente de 10 degrés, augmentation de double de la vitesse de la réaction enzymatique. Plus une protéine a une masse moléculaire importante, plus elle sera thermostable, c'est-à-dire facilement dénaturable par thermolabile, pardon, c'est-à-dire facilement dénaturable par la température. En fait, ici, qu'est-ce qu'il y a? Là, vous devez vous-même le dire parce que vous avez étudié les protéines. En fait, il y a déformation de la structure donc tertiaire ou bien quaternaire de la réaction, déformation du centre actif qui sera moins approprié pour accepter le substrat. D'accord? Ici, s'il y a déformation du centre actif, bien sûr, il va y avoir, donc il ne va pas y avoir de réaction qui pourra se faire. D'accord? Donc ça, c'est en fonction du pH et en fonction de la température. Alors là, c'était les méthodes chimiques. Alors, pour les méthodes physiques, pour les méthodes chimiques, là, on est en train de voir ce centre actif, il est formé de quoi? Alors, ils sont basés sur l'utilisation de réactifs spécifiques des acides aminés. Par exemple, si on utilise un réactif spécifique de l'arginine et qu'on a trouvé qu'il a inhibé la réaction enzymatique, on va dire qu'on a un résidu arginine dans la protéine. Vous avez compris, c'est-à-dire on va prendre des réactifs spécifiques pour chacune des acides aminés et on fait la réaction enzymatique. Si par exemple on a pris
un réactif spécifique de l'arginine, c'est-à-dire qui inhibe, et on a vu que la réaction a été inhibée, c'est-à-dire elle n'a pas eu lieu, on va dire que dans ce autre actif, il y a eu l'arginine, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a utilisé les différents acides aminés qui rentrent dans la composition du centre actif. On avait dit tout à l'heure qu'il y a 7 acides aminés qu'on trouve en général dans le site actif. Alors, toujours pour ce site actif, donc on va parler de différents types d'inhibiteurs, donc de la réaction enzymatique. En fait, un certain nombre de substrats chimiques, un certain nombre de substances chimiques peuvent moduler l'activité enzymatique, soit en l'inhibant, soit en l'activant. Donc maintenant, on a l'enzyme, le substrat, qui va nous donner l'enzyme plus le produit. Alors, on a dit dans certaines conditions spécifiques, mais si on a donc on peut avoir quelques produits chimiques qui peuvent, si on les ajoute à la réaction, ils peuvent soit l'inhiber, d'accord, la réaction n'a pas lieu, ou bien l'activer. Pour les inhibiteurs, ils entraînent une perte de l'activité enzymatique, alors soit par modification de la conformation protéique, soit en bloquant le site actif. Et donc cette inhibition, elle peut être soit réversible, soit irréversible. En fait, donc cette inhibition, on va voir qu'il y a différents types d'inhibiteurs. On va commencer par ce qu'on appelle inhibition de type compétitif. Alors, l'inhibition de type compétitif, l'inhibiteur compétitif est une substance chimique qui entre en compétition avec le substrat. On va expliquer avec une réaction tout de suite, mais quand même, j'explique ici. Donc, l'inhibiteur compétitif, c'est une substance chimique qui entre en compétition avec le substrat d'une enzyme donnée. Cet inhibiteur va se fixer sur l'enzyme au niveau du centre actif. C'est comme tout à l'heure quand on a parlé du pseudo-substrat, c'est-à-dire que l'enzyme, elle va le reconnaître comme son substrat parce qu'il ressemble au substrat. Bon, à cause de l'analogie sur la ressemblance, on a une analogie de la ressemblance structurale existant entre le substrat et l'inhibiteur. C'est-à-dire on a une analogie de structure entre le substrat et l'inhibiteur. Alors en fait, il va rentrer c'est pour ça qu'on appelle les types compétitifs, il va rentrer en compétition avec le substrat. Je reviens ici pour vous faire comprendre ça. Ici, donc ici, imaginez, on a expliqué, vous avez l'enzyme plus le substrat. Alors imaginez qu'à côté de ça, vous avez le substrat, mais vous avez une autre molécule qui est un inhibiteur qui ressemble, il a une analogie de structure avec le substrat, et donc l'enzyme, elle va le reconnaître comme étant son substrat. Et il va former, au lieu de former le complexe ES, elle va former EI, c'est-à-dire l'enzyme avec l'inhibiteur, d'accord? Parce qu'il y a en fait une analogie de structure entre le substrat et l'inhibiteur. Alors bien sûr, quand le complexe EI est formé, c'est-à-dire enzyme inhibiteur est formé, bien sûr, il n'y aura pas de produit de réaction. D'accord? Donc, on l'appelle inhibiteur compétitif parce qu'il rentre en compétition avec le substrat vis-à-vis de l'enzyme. Donc, on dit type compétitif, l'inhibiteur de type compétitif. Alors, le pourcentage d'inhibition donc de la réaction enzymatique, en fait, il dépend de deux choses, ou bien de deux facteurs. La concentration en I et en S. Bien sûr, dans la solution, on a des inhibiteurs et on a des substrats. Ça dépend de la concentration. Est-ce que c'est I qui a une grande concentration ou bien le substrat? Et aussi l'affinité respective de S vis-à-vis de I, donc du S et du I vis-à-vis de l'enzyme. Est-ce que c'est vraiment
une ressemblance entre I et S, et donc l'enzyme, est-ce qu'elle va reconnaître en premier l'enzyme ou bien le substrat, ou bien il va les reconnaître comme étant les mêmes. Ainsi, on reconnaît les inhibiteurs ayant une grande affinité pour les enzymes et les I ayant une faible affinité. Donc, ça dépend donc des inhibiteurs. Alors, donc, exemple, on va vous donner un exemple. Le malonate, donc ici, vous avez la réaction, c'est le succinate qui va donner la fumarate, donc sous sa forme trans. L'enzyme, c'est la succinate déshydrogénase. Et le cofacteur qui intervient avec cette succinate déshydrogénase, c'est le FAD qui va donner FADH2. D'accord? Alors en fait, le malonate, l'acide malonique, il rentre en compétition avec le succinate vis-à-vis de la succinate déshydrogénase. D'accord? C'est-à-dire que l'enzyme, normalement, elle reconnaît le succinate, elle forme le fumarate. Mais dans certaines, si vous lui fournissez aussi le malonate, l'acide malonique, elle va le reconnaître en tant donc comme si c'était son substrat, et elle va former, au lieu de former le complexe ES, c'est-à-dire l'enzyme avec le substrat qui est succinate pour donner par la suite fumarate, elle va former ces complexes avec le malonate. D'accord? Parce qu'il rentre en compétition avec le succinate. Et bien sûr, quand l'enzyme reconnaît l'inhibiteur comme étant son substrat, bien sûr, elle ne va pas former de produits. D'accord? Alors, ici, on va bien sûr chercher comment sur le plan graphique, comment les reconnaître. Alors ici, on représente V en fonction de S, bien sûr d'une certaine réaction enzymatique, en présence d'inhibiteurs et sans inhibiteurs. Ça, ce que j'ai mis en noir, c'est V en fonction de S que vous connaissez sans inhibiteur. Vous aurez donc cette allure-là que vous connaissez maintenant. Vous calculez, donc vous extrapolez, vous trouverez VM, Vmax sur 2, c'est Vmax sur 2, d'accord? Et Vmax sur 2, ça va vous donner Km. Voilà, c'est Km. Mais dans les inhibiteurs, qu'est-ce que vous remarquez? On a la même allure, mais on a la même Vmax, mais Km a changé. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on a la même Vmax. Si vous extrapolez ici Vmax sur 2, vous aurez Km', et donc vous voyez que Km a changé. En fait, s'il vous plaît, vous désactivez votre micro. Donc, en fait, vous voyez que pour cet inhibiteur de type compétitif, donc graphe donc ici de V et de S en présence et absence de l'inhibiteur, qu'est-ce que vous remarquez? Que dans cet inhibiteur compétitif, la valeur de Vmax n'est pas modifiée, d'accord? Mais la valeur de Km est modifiée, d'accord? La valeur de Km, elle est modifiée. L'affinité donc de S pour E, le substrat pour l'enzyme, diminue. D'accord? Parce que si vous cherchez donc Km, parce qu'en fait, il est rentré en compétition avec le centre actif. Donc on a un autre type d'inhibiteur. Alors ici, dites-moi, il nous reste 5 minutes pour le cours, pour finir, il est 56. Si vous voulez, si vous n'avez rien après, on termine le cours, comme ça je ne vous prends pas jeudi. Sinon, si vous voulez, on peut arrêter maintenant et vous reprendre jeudi, comme vous voulez. Dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on termine aujourd'hui ou bien vous voulez qu'on reprenne jeudi? Il reste même pas un quart d'heure pour le cours. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Hein? Vous voulez qu'on termine le cours aujourd'hui ou bien on arrête et on reprend? Mais si on reprend jeudi, on n'aura que... Bon, peut-être qu'on peut arrêter et si vous voulez jeudi... Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Compléter, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous parlez tous, un de vous parle. Vous voulez qu'on continue? Ah oui, madame, continuez. On continue comme ça, Oui, madame. comme ça, vous n'aurez pas cours jeudi, c'est ça? Oui, madame, ça. Bon, en fait, je pense que si on finit aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Peut-être que Madame Sidri va vous prendre, mais je ne sais pas. En tout cas, nous, on termine. Comme ça, vous avez le cours de terminer. Et puis, si Madame Sidri va vous... Je ne pense pas, je ne sais pas. Elle va vous contacter. D'accord? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Donc, je vais continuer. Donc, je redémarre l'enregistrement. Donc, on a dit que ces inhibiteurs, il y a donc les inhibiteurs de type compétitif, ce qu'on a vu, et il y a ce qu'on appelle des inhibiteurs de type non compétitif. En fait, ici, l'inhibiteur, il va se fixer sur la forme libre ou bien sur la forme complexée de l'enzyme, mais pas sur le site de l'inhibition. D'accord? Tout à l'heure, on a dit que l'inhibiteur, il reconnaît l'enzyme, pardon, elle reconnaît l'inhibiteur comme si c'était son substrat parce qu'il a une analogie de structure. D'accord? Ici, l'inhibiteur, il ne se fixe pas sur le site actif, mais il se fixe sur la protéine dans un autre endroit. En fait, il va la déstabiliser, en fait. Alors, en fait, donc ici, le site inhibiteur est différent du site actif, de telle sorte qu'il n'y a pas de compétition avec le substrat. En fait, il n'y a pas d'analogie de structure entre les deux, entre l'inhibiteur et le substrat. D'accord? Mais puisqu'il va déformer la molécule, il va y avoir ralentissement de la réaction. Ici, le pourcentage d'inhibition, bien sûr, toujours, il dépend de la concentration en inhibiteur, bien sûr, de la concentration du substrat et de l'affinité de l'enzyme pour l'inhibiteur, mais pas de la concentration en substrat. D'accord? Dans ce cas, l'inhibition n'est pas complète. Alors, la Vmax, elle est fortement... Donc, si on fait le tracé, là aussi, on a fait le tracé de V en fonction de S. Donc, sans inhibiteur et avec inhibiteur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'avec inhibiteur, Vmax a changé, c'est-à-dire la vitesse maximale a changé, le Km n'a pas changé, c'est-à-dire l'affinité de l'enzyme pour son substrat n'a pas changé, parce qu'elle va toujours reconnaître son substrat. Mais puisqu'elle a été déformée, donc il va y avoir un ralentissement. Et donc, on aura Km inchangé, mais Vmax qui est changé. Donc, Vmax est fortement diminué. Alors, Vmax, je récapitule, c'est quoi? On bien fait un rappel. C'est quoi Vmax? C'est la quantité la quantité de substrat qui a été transformé en fonction du temps. D'accord? Et ici, donc, Vmax est fortement diminué, mais Km n'est pas modifié. L'affinité de E pour S n'est pas modifiée si on ajoute un inhibiteur non compétitif. Donc, en fait, si donc on peut vous demander, si on vous dit est-ce que cet inhibiteur est compétitif ou non compétitif, il suffit de tracer V en fonction de S et de chercher. Si vous avez Vmax qui a changé, et Km inchangé, vous allez dire que je suis en présence d'un type non compétitif. Si c'est le contraire, vous allez dire que c'est Km plutôt qui a changé et non pas Vmax. Vous allez dire que Vmax, que c'est un inhibiteur non compétitif.
Donc ici, on vous donne un exemple d'inhibiteur non compétitif. Donc c'est les métaux lourds, ce sont des inhibiteurs des groupements thiol, SH, ou bien les chélateurs de type EDTA ou bien EGTA. Ces chélateurs ont une action inhibitrice sur les métalloenzymes. En fait, vous allez peut-être vous poser la question, vous allez dire, mais pourquoi on peut utiliser ces inhibiteurs? Ces inhibiteurs, ils nous permettent, des fois on les utilise même en pharmacologie pour fabriquer des médicaments, etc. Alors ici, franchement, en réfléchissant, je pense qu'on va arrêter là parce que ce qu'on est arrivé est très important et je crois que vous devez être fatigué. Donc on va arrêter là et on reprend jeudi. Je préfère. D'accord? On reprend jeudi, il nous reste un quart d'heure, comme ça on explique mieux et on peut même faire un petit